Je vais plutôt faire une série de réflexions, d'ajouts, en partant de mon aspect de petit provincial des provinces arabes, étant donné que nous avons eu surtout des stambouliotes et des centralistes dans les exposés précédents. François avait dit en fait qu'on partait d'une crise pour terminer à une crise, c'est-à-dire donc de l'expédition d'Égypte à la Première Guerre mondiale, et évidemment de comprendre que ces crises-là ne sont pas proprement ottomanes, elles sont liées directement au mécanisme politique de l'Europe. La question d'Orient telle qu'elle s'ouvre dans les années 1770, même si son sort, son enjeu et le sort de l'Empire ottoman est d'abord une lutte de puissance européenne entre elles, pour reprendre l'expression d'Arnold Toynbee en 1923, il n'y a pas de question d'Orient, il n'y a qu'une question d'Occident. Et évidemment, c'est dans cette question d'Occident, en quelque sorte, que se place mon exposé. Alors, la France coloniale, bon, ça renvoie à un ouvrage célèbre, dont je crois que Jacques Tobie a participé, qui était évidemment une innovation conceptuelle à l'époque où cet ouvrage avait été fait, Histoire de la France coloniale, c'est-à-dire isoler le segment de la société française qui était engagé dans l'expérience ou dans l'aventure ou dans l'histoire coloniale de la France sur une longue durée, même si sa réalité de France coloniale est plus réelle à la fin du XIXe siècle dans le cadre de la Troisième République, et que c'est une vue rétrospective qui place une France coloniale dans les époques antérieures. Alors, quels sont ces enjeux qui définissent la France coloniale ou l'action française ou la réflexion française ou la géopolitique française par rapport à l'Empire ottoman dans ce long XIXe siècle de 1798 à 1914? Je dirais d'abord, c'est lié directement à l'avenir de la Méditerranée, de ce que j'appelle la tripartition de l'Empire ottoman au XIXe siècle, en fonction de l'expansion européenne, mais aussi des transformations que l'Europe impose au reste du monde. Alors, il y a un non-dit, vous ne trouverez pratiquement pas dans les textes, alors que vous le trouverez évidemment dans les résultats. Il y a un non-dit de l'histoire coloniale européenne, c'est qu'on ne colonise pas de pays chrétiens. Avec la petite exception éventuelle de l'Éthiopie, mais encore, les Italiens ont été repoussés en 1896, il faut arriver à 1935, mais 1935, on n'est plus vraiment dans l'histoire coloniale, on est déjà dans une autre histoire. L'expansion européenne ne peut pas se faire en terre chrétienne. Ça, c'est un point essentiel. On peut le faire chez les animistes, chez les musulmans, chez les hindouistes, chez les chinois, etc., mais pas en terre chrétienne. Or, l'Empire ottoman a une composante chrétienne. Et en quelque sorte, le sort de l'Empire ottoman est lié à ce pourcentage de présence chrétienne. La péninsule balkanique, elle est majoritairement chrétienne. Donc, c'est le choix qui est fait entre 1821 et 1829 et qui va durer ensuite jusque bien au-delà de l'Empire ottoman. On va appliquer le principe des nationalités, puisque la population est majoritairement chrétienne. Et ce choix du principe des nationalités ne s'est pas fait en un jour, c'est le point justement du philhellénisme qui a été le moteur de l'application du principe des nationalités. Et en conséquence, on va demander, et en même temps les populations locales vont le faire, de se définir en tant que nation, puisqu'on applique le principe des nationalités. Mais très rapidement, on va avoir une première division entre chrétiens et musulmans, puis ensuite
entre chrétiens, puisque chaque État chrétien va lui-même se combattre, les Serbes orthodoxes contre les Bulgares orthodoxes, contre les Romains orthodoxes, contre les Monténégrins orthodoxes, et ainsi de suite. C'est le schisme à l'intérieur de l'orthodoxie dans la péninsule balkanique. Alors, l'autre partie de l'Empire, il n'y a pas de chrétiens. Donc, la question est réglée, c'est l'Afrique du Nord. Il n'y a pas de chrétiens en Afrique du Nord. Donc, elle est liée, elle est destinée à être colonisée. Il y a des juifs, il y a des musulmans, mais il n'y a pas de chrétiens. Donc, la colonisation est inscrite dans le projet européen, même si, évidemment, là encore, la décision ne se fait pas en un jour. On le voit, en un sens, l'expédition d'Alger est un accident de l'histoire, en un sens, dans un autre, elle est dans le mouvement irrésistible de l'expansion européenne, mais on le voit très bien dans les débats qui suivent l'expédition d'Alger et le sort que va faire à l'Algérie en voie de constitution. La question centrale est, est-ce que le principe de nationalité s'applique ou non à des populations musulmanes? Et dans ce cas précis, les débats font rage, et puis c'est la thèse coloniale qui l'emporte totalement. Et de ce fait, jusqu'à 1914, il n'y aura, jusqu'à la veille de 1914 en fait, puisque c'est avec le cas albanais que pour la première fois un pays majoritairement musulman se verra accorder les privilèges des principes des nationalités. Et puis il y a le corps central de l'Empire ottoman qui est majoritairement musulman, mais avec une forte, très forte présence chrétienne. Alors là, on ne peut pas le coloniser, mais on ne peut pas non plus adopter le principe de nationalité, parce qu'adopter le principe de nationalité, ce serait le balkaniser, comme on a fait dans la péninsule des Balkans. Et donc, à partir de raisonnements qui sont déjà présents à la fin du XVIIIe siècle, on va appliquer une théorie ou une pratique des réformes. Le corps central doit être un État réformé. C'est le dogme de l'intégrité de l'Empire ottoman que François citait tout à l'heure, s'applique à ce cas-là. Alors, dans la politique française, nous avons évidemment des effets d'opinion. On a parlé de l'importance du philhellénisme dans les années 1820 et ultérieurement, l'intervention française dès 1829, 1828, 1829 est d'abord le fait de l'opinion publique qui pousse la France et la Grande-Bretagne à intervenir militairement en Grèce. On va ensuite avoir une question ambiguë qu'on appellera rétrospectivement la politique arabe. La politique arabe, elle se construit dans l'héritage des idées napoléoniennes. Bonaparte, en Égypte, s'était adressé à la nation arabe, à la patrie arabe, ce qui, honnêtement, était totalement incompréhensible pour les Égyptiens de l'époque. Mais dans le stock à idées du XIXe siècle, l'héritage napoléonien pèse lourd. Et c'est ce que le troisième Napoléon appellera les idées napoléoniennes. Alors, cette politique arabe, elle est née aussi d'une divine surprise pour la politique française, qu'il découvre après Waterloo, qu'il y a quelqu'un en Égypte qui se prétend être l'héritier de Bonaparte en 1798. C'est Mehmet Ali, Mohamed Ali, selon qu'on est arabe ou turc, qui, avec ses conseillers européens et en particulier français, vont mener une redoutable campagne d'opinion publique à destination des opinions publiques européennes et en particulier françaises, d'abord pour dire l'œuvre étatique du vice-roi d'Égypte et la poursuite de l'œuvre napoléonienne. Alors comme en plus il y a des demi-soldes de la mer impériale
qui sont autour des vice-rois, etc., ça sonne bien. Mais là, on a là, ici, pour la première fois, un effet retour. Je veux dire, on a le fait que l'Europe a construit un stock d'idées sur l'Empire ottoman et que cette fois, l'Empire ottoman retourne au destinataire ses propres idées. Donc, par exemple, à partir de 1822-1823, Mohammad Ali va se poser comme étant le héros civilisateur de l'Égypte, reprenant les termes mêmes de Bonaparte en 1798. Alors ça, on est encore de l'ordre du prétexte, mais quand le jeune Refat Tartawi part en mission scolaire en 1828 en France et qui rentre en 1831 en Égypte et qui fait le livre qu'on appelle l'Or de Paris en français, les premières pages, les 5 premières pages de l'Or de Paris sont consacrées à la définition du concept de civilisation. Or, ce texte écrit en arabe est immédiatement traduit en turc et la lecture est quasiment rendue obligatoire pour la haute administration égyptienne des années 1830. Donc, ce programme de civilisation cesse d'être un prétexte pour devenir l'idéologie officielle de l'Égypte de la famille de Mohammad Ali, et ça durera jusqu'au Khedive Ismaël, voire largement au-delà. Quand Mehmet Ali envahit la Syrie en 1832-1833, il va essayer de jouer sur le principe des nationalités pour justifier l'invasion de la Syrie. Donc on aura une nouvelle fois une campagne d'opinion organisée à destination de l'opinion publique française en disant Mehmet Ali et surtout son fils Ibrahim Pacha a pour projet de construire un empire arabe. Et vous aurez donc de grands débats en France sur oui ou non cette validité du projet d'un empire arabe. Les partisans de l'Égypte définissent donc l'entreprise comme une application du principe des nationalités. Les réalistes disent que c'est une tyrannie, une dictature, et que l'équilibre européen impose de ne pas tolérer une telle expérience. Pour la politique française, la question syrienne s'ouvre en fait en 1833 avec la conquête d'Ibrahim Pacha, puisque à la fois la diplomatie française reconnaît le caractère arabe, entre guillemets, de l'entreprise d'Ibrahim Pacha, mais d'autre part définit tout de suite quel est le principal obstacle à cette politique arabe, c'est le confessionnalisme de la terre syrienne, et vous avez des correspondances diplomatiques françaises en 1833 en 1834 dites surtout à Ibrahim Pacha que la question à gérer, c'est la question des groupes confessionnels chrétiens, musulmans et juifs en terre syrienne. Donc, ce débat va être clos avec d'abord l'arrêt de la première guerre de Syrie. Il sera repris un petit peu au moment de la seconde guerre de Syrie, mais bon, le sort des armes ayant tourné durant la crise d'Orient de 1840-1841, l'affaire est à peu près réglée à ce moment-là. Mais ce mythe arabe va revenir sous Napoléon III. D'abord, héritage napoléonien. Ça fait partie du stock des idées napoléoniennes. Et on aura donc le grand projet double des années 1860, à partir de 1860, qu'on appellera le royaume arabe, qui a fait 2 royaumes arabes. Le premier royaume arabe, c'est le royaume arabe d'Algérie. L'Algérie est une colonie française, un camp militaire et un royaume arabe, dit Napoléon III. Et en quelque sorte, le rêve de Napoléon III, c'est qu'il y ait une Algérie arabe qui soit un royaume napoléonien. Alors, s'entend, ce n'est pas donné à un local.
la direction du royaume arabe. Mais en quelque sorte, ce serait une part réservée de la dynastie des Bonaparte que le royaume arabe d'Algérie. Mais en même temps, ce royaume arabe d'Algérie est une défense des indigènes d'Algérie face au progrès de la colonisation de peuplement à l'époque du Second Empire. Alors, cette politique arabe d'Algérie va échouer à la fin des années 1860 sur de multiples raisons. Signalons que dans cette politique arabe, évidemment, le rôle des Saint-Simoniens a été essentiel, mais les Saint-Simoniens étant dans la lignée des idées napoléoniennes, en particulier Ismaël Urbain. Alors, dans la Syrie, ce sera le projet de 1860 d'un royaume arabe accordé à l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, qui est en exil à Damas, qui est devenu un héros européen lors de sa conduite, lors des massacres de 1860, quand il a protégé les chrétiens de Damas, et puis tout simplement aussi parce que par milliers, des Algériens affluent en Syrie autour de l'émir Abdelkader. Et paradoxalement, ces Algériens qui quittent l'Algérie, et ça va durer jusqu'à 1914, fuient l'Algérie à cause de la domination française, mais en Syrie deviennent des protégés français. Et deviennent donc des vecteurs de l'influence politique française. En 1914, la première force locale en dehors de l'armée ottomane en Syrie, c'est les milices que les Algériens peuvent, du jour au lendemain, sortir. Plusieurs milliers d'hommes armés dépendent des Jaïziliyin de Damas. C'est un facteur extrêmement concret en Syrie. Alors la politique française va se construire en politique d'influence plus qu'autre chose, parce que comme on ne peut pas partager l'Empire ottoman à cause des règles de l'équilibre européen, ça c'est le diagnostic qui est fait dès 1801, à la rigueur on peut prendre le Maghreb, à la rigueur on peut balkaniser les Balkans, mais on ne peut pas coloniser ou s'emparer du reste. L'Empire ottoman est géré par un condominium de puissances européennes qui sont à la fois rivales, concurrentes, mais en même temps partenaires obligés. Et c'est en sorte que le sort de l'Empire ottoman est scandé par les grandes conférences européennes, en particulier le Congrès de Paris, 1856, et le Congrès de Berlin, de 1878. Et dans l'intervalle, vous avez les conférences des ambassadeurs qui gèrent au plus près la situation. Il en est de même sur la situation économique. On a parlé des capitulations, on a parlé des investissements étrangers, on a parlé des traités de commerce, mais disons qu'on a globalement un consortium de puissances européennes qui gèrent l'économie ottomane, chacun ayant sa spécialité ou ses points forts à l'intérieur du système ottoman, de l'Empire ottoman. Et donc on est dans une situation où finalement l'autorité ottomane va gérer l'Empire, en tout cas au niveau des provinces, en jouant sur la rivalité des puissances. Puisque l'Empire ottoman ne peut plus gouverner directement ces provinces, enfin, elle n'a pas les mains libres dans les provinces, l'Empire va jouer une puissance contre une autre. Si l'Angleterre devient plus forte, l'Empire va se tourner vers l'Autriche-Hongrie et la France, et ainsi de suite. L'équilibre européen se reproduit au niveau des provinces, et des provinces au niveau des villages. Dans le Mont-Liban des années 1850, un maronite qui se bagarre avec un druze enclenche immédiatement une cascade d'actions diplomatiques, puisque ça remonte directement au consul à Beyrouth, puisque les Druzes sont protégés britanniques, sous protectorat britannique, et les maronites sous protectorat français. Donc si les consuls n'arrivent pas à s'entendre, on monte à Constantinople
entre les ambassades, et si on n'arrive pas à s'entendre toujours, on règle ça directement entre Paris et Londres, tout ça pour une querelle de village. Hein, si vous regardez dans les archives, on a des choses parfois absolument affolantes sur la remontée d'un fait divers villageois jusqu'au niveau des grandes chancelleries européennes. Avec la stabilisation à l'époque amédienne qui est effective pour les provinces arabes, on a dans la situation que François a décrit, je préciserai seulement, vous avez un incident confessionnel entre musulmans et chrétiens. Bon, le consul de France intervient pour remettre de l'ordre dans ses ouailles, c'est-à-dire ses protégés chrétiens, et le pacha Wali intervient pour remettre de l'ordre chez ses ouailles musulmanes. En général, on sanctionne des deux côtés, en mettant dans un placard administratif ou autre le fonctionnaire musulman et le responsable chrétien, qui sont tous les deux sanctionnés, parce que la logique du pacha comme la logique du consul, ce sont des hommes d'ordre, ils ne veulent pas de désordre, et ils sanctionnent les coupables, parce que ce qu'il faut, c'est le calme qui est indispensable pour les affaires. Alors, on a parlé longuement aussi du protectorat catholique, qui devient réellement effectif qu'au XIXe siècle. Ce n'est que l'une des dimensions de la politique d'influence. Une dimension évidemment essentielle que ce protectorat catholique, c'est une des causes évidemment de la guerre de Crimée, mais c'est surtout la place que l'Europe et la France en particulier jouent dans l'émancipation des non-musulmans à l'intérieur de l'Empire ottoman. L'édit d'émancipation de 1856, il est négocié ligne à ligne par les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne à Constantinople avec les autorités ottomanes pour être ensuite enregistré dans le traité de Paris. Or, comme les communautés religieuses non musulmanes sont protégées par les Européens, il n'est pas question de procéder à une émancipation de type européenne, c'est-à-dire sous la forme tout leur accorder en tant qu'individu, tout leur refuser en tant que nation, puisque ce serait pour les Européens sacrifier leur principal instrument d'influence. Donc on va faire la politique inverse, tout leur reconnaître en tant que nation, tout leur refuser en tant qu'individu, donc c'est l'émancipation sous forme des millettes, mais en même temps, on va accorder dans l'administration ottomane une participation de ces millettes, pas des représentants de ces millettes dans les institutions locales, sur la base de leur importance démographique estimée, ce qui va conduire à la création du modèle du confessionnalisme politique de la fin du XIXe siècle et surtout de la période postérieure à l'Empire ottoman. Alors, évidemment, la France de 1871, des débuts de la Troisième République, c'est la période du recueillement, c'est encaisser le choc de la défaite, etc. Donc la France de la décennie 1870-1880 va plutôt s'arc-bouter sur ses avantages acquis. On le voit par exemple dans ses répugnances à admettre les tribunaux mixtes en Égypte. Mais au contraire, à partir du traité de Berlin, avec le feu vert qui est donné par l'Allemagne impériale pour la conquête de la Tunisie, et à partir de la politique de Gambetta, la France retrouve une action offensive. Une action offensive qui, encore une fois, dans l'Empire ottoman, joue peu, puisque de toute façon, on ne peut pas s'emparer de l'Empire ottoman. C'est ça la question. Et de plus en plus, comme Jacques Tobie l'a rappelé, l'importance des intérêts économiques fait qu'on n'a pas intérêt à voir disparaître l'Empire ottoman. On le voit très bien, à chaque fois qu'il y a une émancipation balkanique, c'est-à-dire un morceau de Balkan ottoman qui devient indépendant, c'est la disparition des capitulations. Et donc l'influence française se réduit d'autant, de même que l'influence
des autres Européens. Quand Salonique cesse d'être ottomane en 1913, c'est une catastrophe pour les intérêts culturels, économiques, politiques, etc. De la France. La non-réaction relative des puissances européennes dans les années 1890 par rapport aux affaires arméniennes renvoie à cette réalité. C'est les capitulations qui sauvent l'Empire ottoman. Parce que tout le monde serait perdant du point de vue des grandes puissances en cas de disparition de l'Empire. On voit toutes les difficultés que les Britanniques ont en Égypte face aux capitulations. À partir de 1882, les Français bloquent assez efficacement la politique britannique en Égypte en nous jouant sur la caisse de la dette et sur les capitulations pour amener l'Angleterre à céder dans le cadre des accords de l'entente cordiale. Donc la France cédera ses intérêts politiques égyptiens contre autre chose dans le monde, mais on avait de quoi marchander grâce aux capitulations et aux caisses de la dette. Alors, dans cette période de la Troisième République, en tout cas pour les provinces arabes, nous avons une stabilisation, une très belle stabilisation, pays d'ordre. François l'a bien dit, je dirais l'avènement magistral de la francophonie dans les provinces syriennes, c'est 1880. Brusquement, vers 1880, les écoles françaises se multiplient, la francophonie progresse, et d'ailleurs les statistiques que Jacques a données dans ces tableaux montrent le rôle des provinces syriennes comme place forte de la francophonie et des influences françaises dans l'Empire ottoman. Mais en même temps, à partir de 1880, un nouveau spectre hante l'Europe adore être hantée par des spectres au passage, c'est le pan-islamisme. Istanbul est ce lieu mystérieux où, dans son palais de Yıldız, l'affreux Abdülhamid trame des terribles complots contre l'empire colonial français. En quelque sorte, par exemple, la conquête de la Tunisie en 1881 est une manœuvre préventive de la France contre le pan-islamisme hamidien. C'est comme ça, en tout cas, que Jules Ferry justifie la conquête de la Tunisie. Et jusqu'à 1914, le spectre du pan-islamisme sera un cauchemar français, ce sera aussi un cauchemar britannique, d'autant plus qu'avec les réalignements politiques européens, c'est-à-dire le rapprochement entre l'Empire ottoman et l'Allemagne de Guillaume II, ce sera à partir, disons, de 1900, un complot germano-ottomano-islamiste qui est destiné à ruiner l'empire colonial français. Et on a des textes tout à fait marrants, croquignolesques, mais qui correspondent à ça. Alors la première réponse qu'on a à la fois chez les Français et les Britanniques par rapport au complot pan-islamiste tramé à Istanbul, je parle là évidemment avec des tas de guillemets, c'est de retrouver l'idée arabe qui avait été écartée dans la période précédente. C'est en particulier après la crise de tabac en 1906. Pour ceux qui savent ce que c'est que la crise de tabac, c'est une obscure histoire de bornage sur le Sinaï, entre l'Égypte occupée par les Britanniques et la province Saint-Jacques de Jérusalem. Mais à partir de ce moment-là, Français et Britanniques pensent de plus en plus que la seule façon de bloquer le projet pan-islamiste, c'est une révolte arabe. Ça apparaît dans les réflexions des experts et des diplomates. Mais la France a surtout, au début du XXe siècle, un immense acquis, c'est le Levant. Le Levant, c'est ce développement prodigieux de la civilisation des ports méditerranéens, avec le français comme l'homme de culture, de traduction, la multiplication de la population dite levantine, qui n'est plus maintenant les descendants des Marseillais. Ce Levant, les publicistes français, plutôt que les diplomates, vont tout simplement l'appeler la France du Levant.
Et cette France du Levant, c'est Alexandrie, Jaffa, Haïfa, Smyrne, enfin Beyrouth évidemment, Smyrne, Galata, Salonique, etc. Le Levantin devient le protégé par excellence de la France, et dès qu'un petit Levantin récite les fables de La Fontaine devant le consul de France à la remise des prix, à l'école catholique, le consul de France a les larmes aux yeux, etc. Évidemment, le consul britannique est profondément exaspéré, il déteste le Levantin, qui a tous les torts, puisque les Levantins ont à la fois tous les torts des indigènes et tous les torts, ou toutes les tares des indigènes et toutes les tares des Français, sans aucune qualité des indigènes et sans aucune qualité des Français. Hein, c'est ce que déclare entre autres Lord Cromer dans ses mémoires, son long passage sur les Levantins, qui est une exécution en règle de ces gens qui ont perdu leur culture en adoptant la langue française, etc. Et les Anglais vont développer, par rapport au mythe levantin des Français, un contre-mythe qui est le fier arabe dans sa tente, qui est lui authentique et pur, et qui n'a aucune trace de la corruption française. Alors, on rigole quand on lit ce texte d'avant 1914, mais ça vous explique toute la politique alliée durant la Première Guerre mondiale. Alors, la France de cette période va développer des stratégies en enchâssement. Je sais, je vais 3 minutes encore, monsieur le bourreau. Le premier, c'est la grande politique. Ce qu'on va appeler, à partir de ce qu'écrit en 1906 un professeur au Collège de France, Alfred Le Châtelier, la politique musulmane. La politique musulmane, c'est la conviction que l'ensemble du dispositif français a que le monde musulman n'est qu'une espèce de caisse de résonance, et qu'il se passe quelque chose au Maroc et quelque chose se passe au Xinjiang, ça résonne dans l'ensemble du monde musulman. En conséquence, les problèmes, ce qu'on appelle les questions musulmanes, doivent être gérés à un niveau global. Et ça va amener à la constitution de la commission interministérielle des affaires musulmanes, je crois venir en 1911, qui réunit le ministère de la guerre, le ministère de l'Intérieur à cause de l'Algérie, le ministère des colonies à cause de l'Afrique noire, le ministère des Affaires étrangères à cause des pays indépendants et des 2 protectorats. Et dans cette commission interministérielle des affaires musulmanes, on va utiliser comme experts les meilleurs spécialistes universitaires français. On a là un cas extraordinaire d'islamologie appliquée et d'une relation quasi incestueuse entre universitaires et politique. On est vraiment au centre d'une problématique savoir-pouvoir. À côté de la grande politique, de la politique musulmane, on a une seconde politique qui est la politique syrienne. Cette politique syrienne, elle est à effet retard, en quelque sorte. Tant que la France est occupée par le dossier marocain, on laisse de côté le dossier syrien. Mais quand l'affaire marocaine est politiquement réglée, c'est-à-dire en 1912, alors on ouvre le dossier syrien. Et là encore, les experts du Quai d'Orsay, enfin les experts de la France, ceux qui sont regroupés en particulier dans la commission interministérielle, dans le comité de l'Asie française, qui comprend des diplomates, des militaires, des universitaires, et ainsi de suite, des hommes d'affaires, prônent une grande Syrie française. C'est donc un des héritages que la France laissera au Proche-Orient, c'est le projet grand syrien. Le syrianisme est d'abord une création française. Et on peut penser à des textes comme le texte du Belge Henri Lamince, La Syrie, précis historique, qui est écrit à la veille de la guerre de 14 et qui sera l'une des bibles du syrianisme. Cette politique grande syrienne va s'accélérer, d'une part à cause des protectorats sur le Maroc,
puisque le dossier diplomatique est réglé, mais surtout par le dérèglement politique du système européen dans la même période. Autrement dit, en raison de la concurrence navale entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne impériale, en cas de guerre, la Grande-Bretagne est obligée de retirer sa flotte de Méditerranée. Donc, les accords qui sont conclus entre le ministère de la Marine français et le ministère de la Marine britannique, du côté britannique, c'était Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté, impliquent que la France prend la couverture de l'ensemble de la Méditerranée en cas de guerre mondiale. Et donc, le prix à payer, c'est la reconnaissance en décembre 1912 par la Grande-Bretagne que la France a le monopole, ou en tout cas la prépondérance d'influence en Syrie. Donc on voit se dessiner un projet grand syrien. Mais c'est un projet grand syrien qui est encore très largement en pointillé parce que l'intérêt majoritaire de la France est le maintien de l'Empire ottoman. Comme le montre par exemple l'attitude assez réservée finalement de la diplomatie française lors du Congrès arabe de Paris de 1913, on arbitre à ce moment-là vers le maintien de l'Empire à cause des intérêts économiques, à cause des capitulations, tout simplement. Alors, conclusion sur le plan factuel, la grande Syrie que les Français rêvent, c'est le Levant qui serait projeté à l'intérieur de l'espace syrien. C'est un nom de code. Syrie, c'est le Levant, c'est-à-dire cette civilisation francophone, catholique, etc. Quand M. Sykes rencontre M. Picot pour négocier des arrangements, c'est la négociation pour savoir où se trouvera la frontière entre la Syrie et l'Arabie, puisque le projet code britannique inverse du fier arabe sous sa tente s'appelle Arabia. Tandis que les Français parlent de Syrie. Donc, en 1914, on aura deux projets opposés, Syrie et Arabie, qui sont deux noms-codes de deux procédures coloniales ou impériales. Alors, quand même, on m'a demandé de faire des ouvertures scientifiques, je crois, docteur. On voit d'abord, évidemment, que tout ça s'enchasse. La géopolitique, les intérêts économiques, les intérêts culturels. On a aussi, dans ce cadre-là, ce que je pourrais appeler une politique de régulation. Les puissances européennes, à la fois, sont des acteurs des conflits ottomans, inter-ottomans, en particulier les conflits religieux, mais aussi des régulateurs de ces conflits. Ce qu'on pourrait appeler une politique des responsabilités. L'empire, même informel, implique des devoirs, des responsabilités, des limitations de dégâts, et ainsi de suite. Donc, première ouverture scientifique que je suggérerais, c'est qu'on se réinterroge sur les politiques de régulation européenne des conflits dans l'espace ottoman du XIXe siècle, part française évidemment importante, mais les autres parts européennes sont importantes aussi. Le second terme, c'est que finalement, dans tout ça, on a une projection de la France sur l'espace ottoman, une projection culturelle, religieuse, économique, etc. Une projection qui est à la fois massivement chrétienne, le protectorat catholique est démontré là, donc plus la France se laïcise, plus elle se projette de façon catholique à l'extérieur. On le voit très bien, la monarchie de Juillet est hostile aux jésuites, tandis que c'est le grand flirt entre les jésuites et la Troisième République à Beyrouth ou au Caire. C'est tout à fait clair. Alors, cette projection est aussi une projection laïque. On a parlé de la mission laïque, mais il faut aussi parler de la franc-maçonnerie, qui est extrêmement importante, en particulier le Grand Orient de France, qui joue un rôle très important dans l'espace ottoman. Donc, plutôt peut-être que de s'en tenir à une version très classique des relations franco-ottomanes de telle date à telle date, moi je suggère qu'on s'oriente sur la projection de la France sur l'Empire ottoman et les interactions que cela provoque dans la société ottomane. Je vous remercie. Merci Henri.